Bonjour, je suis Renaud Gauthier, je vais vous parler d'art contemporain au pluriel. Pourquoi? Parce que pour mobiliser toutes ces connaissances dans le cadre du programme IDEA, on s'est dit qu'il fallait aussi élargir à tous les arts, sans distinguo de art mineur, art majeur. Tous les arts nous intéressent dans le programme. Et concernant votre projet Aqua Urbana, eh bien, nous allons chercher des références selon, vous allez voir, un parcours qui va vous paraître peut-être original, mais qui va vous ouvrir des pistes et qui sera sous le signe de, comme le disait Léos Carax, un grand cinéaste français. Il ne s'agira pas de se rincer l'œil, mais de se laver le regard. Nous travaillerons sur une thématique qui est la suivante, le désir d'un agencement. Vous l'avez vu avec Jean-Patrick, il est souvent question de désir, il est souvent question de rêve, et in fine, pour produire un projet d'Aqua Urbana, il va bien falloir maîtriser un dispositif. J'ai donc pensé qu'il était intéressant d'interpréter la thématique d'Aqua Urbana selon le désir d'un agencement. Alors, la grande idée, pour commencer, c'est de se dire que IDEA comporte un A. Alors ça a l'air de rien, un A, mais il y a comme un A dans IDEA. Ça veut dire que si, et on le voit avec cette image, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le A? Ben, il reste IDE. Alors, dans le programme IDEA, ça veut dire innovation, design, entrepreneuriat. Et il se trouve que les gens qui ont eu l'idée de ce programme au départ, il y a quelques années maintenant, ils l'appelaient jamais IDEA, ils l'appelaient IDE. Et un beau jour, en 2011, quelqu'un a dit mais il manque le A. Il manque le A de A. Pour terminer ce mot, qui est à la fois un acronyme et un mot, pour passer effectivement de IDE à ID, mais pas seulement, aussi parce que les arts, au pluriel, traitent de toutes les humanités. Et vous le savez, quand on innove dans le cadre du design thinking, on est avant tout humaniste. Il nous paraissait essentiel de traiter les humanités, et bien évidemment, parmi ces humanités, l'art. Toutes les formes d'art, aussi bien la danse que le cinéma, la bande dessinée, la sculpture, la peinture, et j'en passe. De là, s'ouvrir un champ de possibilités pratiquement infini, aussi infini que votre connaissance et surtout votre curiosité. Quand il n'y a pas le A, on est au début de quelque chose et l'image de Philémon m'amuse beaucoup parce que c'est un peu le cirque en fait. C'est-à-dire que toutes les composantes sont là, mais elles ont du mal à se relier. Et il y a un moment donné, pour les relier, dans un imaginaire partagé, il faut passer par l'art. C'est un peu ce que je vais vous proposer de faire. En compagnie de Fred, qui est un grand dessinateur de BD et scénariste de BD. Ses scénarios étaient extrêmement travaillés, qui nous a quittés il y a peu. Et c'est un peu un hommage aussi que je lui rends, parce que son personnage, Philémon, est un grand voyageur. Donc nous allons voyager avec Philémon, on va faire un parcours ensemble dans cet Aqua Urbana. Alors, c'est intéressant cette idée, parce que quand on voit cette image de hibou, ça va plus loin que le voyage. On est déjà dans le cartoon, on est déjà dans un sens qui ne peut appartenir qu'à l'image, qu'à l'imaginaire. Bah oui, parce que dans la réalité, on ne voyage pas dans le faisceau lumineux suspendu dans l'espace. D'ailleurs, vous remarquerez que sur cette image, nous voyageons au-dessus des eaux. Et on se pose des questions, on se dit mais comment on fait pour voyager au-dessus des eaux? Écoutez, souvenez-vous de, je sais pas moi, de Tex Avery ou d'autres. En permanence, on est dans une autre réalité. On a réaménagé la réalité, on l'a réagencée autrement pour donner du sens à ce qui a priori n'a pas de sens, ce qui est un non-sens. Et Fred est un maître du non-sens, il n'est pas le seul, mais en France, il a une singularité dans l'art de la bande dessinée, c'est qu'il nous emmène dans un imaginaire bourré de références culturelles et artistiques en particulier. Et je trouve ça toujours intéressant pour vous qui vous engagez dans un parcours d'innovation, dans un parcours entrepreneurial, qui vous posez souvent la question, mais où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais où va-t-on? Où? C'est ça la réponse. Où? Parce qu'effectivement, il y a toujours une balise, un repère, un son qui nous est envoyé depuis la culture, qui va nous permettre de nous repérer
dans cet espace de l'aventure que nous entamons quand nous créons une entreprise, quand on crée un produit, un service ou qu'on a envie de faire muter une organisation. Voilà. Donc ce voyage-là va être sous le signe de Fred et de temps en temps, je vous ferai ou. Pour commencer ce voyage au moyen de la lettre du A, ce voyage imaginaire, pour Fred, Philémon voyageait sur les lettres d'Atlantique, donc il a commencé par le A. Nous allons commencer notre voyage par le A de autoportrait. Pour commencer un travail depuis là, il est bon à un moment donné, effectivement, de changer son regard sur soi. Et ça a été une grande activité des artistes depuis, on pense, Rembrandt. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le situe, les débuts. Nous, on ne va pas partir de Rembrandt, on va partir de quelqu'un dont vous avez forcément entendu parler, dont vous pensez connaître très bien le travail parce qu'il a été beaucoup relayé dans la presse, qui est le travail d'Andy Warhol. Et en particulier, cet autoportrait en 4 images, en quadriptyque, de face, les lunettes noires, et avec, effectivement, il penche la tête, il crée une diagonale dans cette image, et on a l'impression qu'il pose et qu'il dialogue avec celui qui le regarde, à savoir lui-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette notion de l'autoportrait, là, il l'a figuré en 1964, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui découpait beaucoup d'images, de stars en particulier. Il a travaillé ensuite sur toutes sortes de supports. Il a beaucoup utilisé la photo, beaucoup utilisé la sérigraphie, et il a créé avec ses monochromes ou ses polychromes retravaillés par la sérigraphie, il a pu véritablement amener un nouveau style autour de l'idée de soi. Nous pouvons tous devenir des artistes. Faisait-il croire? En tout cas, il a établi la factory à New York quand il a rejoint la Grande Pomme à la fin des années 60, début des années 70. Et tout de suite, il s'est intéressé au rock, au Velvet Underground. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que il a travaillé effectivement avec Lou Reed, Nico et Cale. Mais pas seulement, parce qu'il a très vite rencontré un des amis de Lou Reed, qui est David Bowie. Et David Bowie, dont on voit également cet autoportrait, est un peu particulier parce que on voit un homme de profil et de face. Il s'est mis en scène comme étant un convict, quelqu'un qui a été arrêté par la police. Nous sommes en 1976 et cet autoportrait est déjà très altéré. C'est-à-dire que le projet de soi, il n'a pas besoin de lunettes noires. Il se met en scène sous une autre identité, le Thin White Duke. Il faut savoir qu'en 1976, à New York, c'est le début, les grands débuts de la cocaïne. Il y avait déjà beaucoup d'héroïne qui circulait. Et effectivement, la blanche, le Thin White Duke, c'est une allusion à on va dire cette contestation, ce côté, ce brigandage contemporain qui consiste à dealer de la drogue. Le Thin White Duke, c'est un petit peu aussi un hommage au prince de New York, d'Abel Ferrara, ce grand cinéaste, et notre ami David Bowie, David Robert Jones, qui a changé son identité déjà, donc vous avez bien une identité modifiée, transformée, un regard sur soi qui est proposé et totalement construit, un artefact complet pour la scène, pour la multiplicité des identités qui ont été produites en particulier par David Bowie, qui était coutumier du fait, et qui quasiment à chaque album changeait non pas de personnalité, mais de personnage. Et c'est suffisamment intéressant pour que notre ami Obama, notre ami à tous, parce que tout le monde aime Obama, ce premier président noir, etc., là on n'est plus dans un Thin White Duke, on est sur un Thin Black Duke, le nouveau président des États-Unis, noir, qui incarne un espoir. En tout cas, c'est ce qu'en disait, c'est ce qu'a proclamé l'affichiste
qui s'appelle Frank Shepard Fairey. Et Frank Shepard Fairey a fait cette campagne, qui est maintenant mondialement connue, en 2008, pour permettre l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Question quand même, c'est que Fairey travaillait habituellement sur des problèmes de propagande, c'est-à-dire soit comme voulant conquérir le pouvoir, le personnage veut conquérir le pouvoir, établir son pouvoir sur les gens au moyen des masses médias, au moyen de l'affiche, et il questionne cela avec un motif que vous avez certainement déjà vu, qui s'appelle Obey, obéissez, qui est une allusion d'ailleurs à une série des années 60. Oui, effectivement, il y a un questionnement sur la démocratie, sur l'image de soi, sur ce narcissisme qui conduit des gens à devenir les metteurs en scène d'eux-mêmes, au point de, on le voit en bas, se mettre en scène au moyen d'un appareil, un smartphone. Là, un smartphone qui a permis de faire un selfie. Grand thème, le mot de l'année 2013, et qui a évolué vers le sellotape selfie. Donc on s'enrubane de scotch, de ruban adhésif, et on se met en scène comme cela, avec le visage déformé. Ça devient un mème et ça se propage partout. Donc vous imaginez bien quand même qu'il y a eu déjà une grande évolution dans la mise en scène de soi, dans ce flot d'images qui, par les réseaux sociaux, permet de diffuser au maximum pour des millions de personnes l'image de soi. Ça a été annoncé par Andy Warhol, qui parlait effectivement du quart d'heure de célébrité auquel chacun avait la possibilité d'accéder. Mais au-delà de ça, cette mise en scène de soi, elle est permise par un travail qui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas un monsieur, Gaspard Félix Tournachon, pour ne pas le nommer, dit Nadar, dont vous avez certainement entendu parler, qui est d'origine de Lyon d'ailleurs, et qui, à l'instar des Frères Lumière ou de Jules Marais, qui n'étaient pas bien loin, ont beaucoup travaillé à partir des plaques argentiques pour figurer finalement ce que la peinture ne figurait pas. On appelait ça à l'époque un parti pris de réalité, comme si une image en noir et blanc était la réalité. Bien sûr que non, il n'est pas plus qu'une image couleur. D'ailleurs, en tout cas, ce questionnement-là sur soi au moyen de la photo a permis déjà d'agencer des dispositifs, et nous reviendrons là-dessus, qui permettent, et c'est pour ça que je vous parle de dos, de décrire tous les aspects d'une personnalité de manière quasiment scientifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, le portrait est devenu une possibilité de description quasiment scientifique d'une personne. Et par la suite, évidemment, quand on est passé de la peinture de nature morte à la photo de nature morte, et puis ensuite la description technique d'un objet. Et Nadar, d'ailleurs, est allé très très loin, parce que ça va vous intéresser pour Aqua Urbana. Quand vous regardez des images vues d'en haut, eh bien, Nadar est quelqu'un qui était un aéronaute, donc c'est quelqu'un qui montait dans des aérostats et qui photographiait, vu d'en haut, le paysage, le territoire, et qui a permis comme ça de faire progresser les géographes, mais pas seulement les géographes, bien entendu, ça a été utilisé par les militaires, et en particulier dans la guerre de 1870, avec le succès qu'on connaît pour les Français, mais en face, ils avaient les mêmes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sur un parcours d'une volonté inspirée par les artistes, peu à peu, on ne peut pas dissocier finalement à la fois le dispositif socio-technique employé, de la résonance que ça a, de la réappropriation par les populations de ces dispositifs-là, ce qui fait qu'on passe d'un travail fait par quelqu'un d'absolument génial et d'inspiré comme Nadar à, nous l'espérons, mais ce n'est pas toujours le cas, vous en conviendrez, des clichés plus ou moins inspirés sous forme de selfie. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette image un peu particulière qui est située en bas de l'écran.